Bonjour à tous. Bonjour Clémence, bonjour Mélissande. Vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour, c'est parfait. Bon, on va démarrer. Gauthier Boisseau, expert comptable. On va vous présenter aujourd'hui un webinaire d'une heure sur les aides Covid, en tout cas leur évolution pour cette deuxième vague. Je serai donc accompagné pour cette présentation par Clémence Contant, qui interviendra sur la partie des aides financières, des prêts et subventions, et quelques informations sur les dispositifs qui permettent de rebondir après cette crise. Et ensuite, Mélissande Furioso interviendra sur la partie des aides fiscales et des aides sociales. Tout d'abord, plusieurs remarques concernant ce webinaire. On ne pourra pas être exhaustif sur l'ensemble des dispositifs, tellement il y en a, tellement il peut y en avoir aussi par secteur d'activité, etc. Donc, on va vous informer sur les principaux et on vous donnera, on transmettra les liens pour tous les dispositifs complémentaires qu'il peut y avoir. Autre précision, il y a des publications nouvelles tous les jours. Pour certains dispositifs, les textes définitifs ne sont pas encore sortis. Je pense notamment au crédit d'impôt sur les loyers. Il y a donc forcément, on n'a pas forcément donc des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Merci pour votre attention et je vais passer la parole à Clémence qui va vous parler des aides financières. Déjà fait. Alors, avant de vous parler des aides financières, donc bonjour à tous déjà, j'espère que vous allez bien. On va y revenir souvent au cours de ce webinaire, la référence aux différents secteurs, et c'est pas toujours facile de s'en rappeler, donc vraiment les grandes lignes des fameux secteurs S1, S1 bis et S2. Donc le S1, c'est tourisme, hôtellerie, sport, culture, transport de personnes et l'événementiel audiovisuel. Le S1 bis, ça va être toutes ces activités qui dépendent de ce secteur. La liste, elle a été modifiée en novembre avec le nouveau confinement et il y a des activités qui ont été ajoutées. Et le S2, ce sont les autres activités qui sont ni S1 ni S1 bis, mais qui ont nécessité une fermeture administrative à la fin du mois d'octobre. Donc vous aurez le support qui vous sera fourni et vous retrouverez bien sûr les liens vers la liste détaillée de ces secteurs. Donc voilà le petit préambule pour rappeler ces fameux secteurs. Donc sur les aides financières pré-subventions, comme l'a dit Gauthier, on ne va pas rappeler toutes les conditions et toutes les aides, mais plutôt faire un focus sur les nouveautés. On ne va pas parler non plus des aides qui sont très locales ou départementales, puisqu'on n'est pas tous sur les mêmes départements notamment. On va rappeler que les deux dispositifs phares du gouvernement, c'était le Fonds de solidarité dont Mélissande parlera plus tard, et le PGE. Et ces deux aides, elles en conditionnent beaucoup d'autres par la suite, qu'on les ait ou qu'il y ait un refus. Alors, donc le premier dispositif phare dès le mois d'avril. Alors, je n'ai pas la diapo en face, mais il y a peut-être un temps de retard. Donc, sur le PGE, on va rappeler que c'était une enveloppe État de 300 milliards d'euros. Aujourd'hui, à fin octobre, il y a eu même pas la moitié de distribués. C'est celle d'avant. Ça va. Il va y avoir un décalage. Voilà. Donc, le PGE, c'était une enveloppe de prêt garanti par l'État de 300 milliards d'euros. À fin octobre, donc, il y a eu 121 milliards de distribués. Donc, il reste encore des sous pour distribuer des PGE. Il y a 600 000 entreprises qui en ont bénéficié à fin octobre et la moyenne des PGE à ce jour, c'est 200 000 euros environ. Donc, ce qui n'a pas changé sur le PGE, c'est que ça reste un montant maximum de 25% du chiffre d'affaires 2019 ou pour les entreprises innovantes et entreprises créées après janvier 2019, c'est 2 années de masse salariale. Il y a également le PGE saison pour le CHR, où c'est les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires. Donc, le prêt reste sur une durée maximale de 6 ans. Il y a toujours un différé d'1 an. Le taux maximum, c'est
le taux a été fixé et négocié avec les banques. Ça sera 1,5% pour les prêts qui seront remboursés d'ici 2022 ou 2023 et maximum 2 à 2,5% pour ceux qui seront remboursés de 2024 à 2026. On rappelle que la première année, lors de la franchise de remboursement, on ne paye que la garantie État. Donc, le coût de la garantie État, c'est 0,25% à 0,5% selon la taille de l'entreprise. Ce qui a vraiment évolué, donc c'était même avant le deuxième confinement, c'est qu'on pouvait toujours demander, on peut demander le prêt jusqu'au 30 juin 2021, alors qu'auparavant, le dispositif était censé s'arrêter au 31 décembre. La nouveauté également, c'est qu'on peut ajouter une année de franchise supplémentaire tout en restant dans une durée maximale de 6 ans. Donc, on pourrait avoir, pour ceux qui le souhaitent, 2 ans de franchise. C'est le dirigeant qui va choisir. Ce n'est pas la banque qui impose la durée de remboursement, c'est le dirigeant qui aura le choix de ces modalités de remboursement. Il faut se prononcer 2 à 4 mois avant la fin de la première année de franchise. Donc, ça veut dire que les premiers prêts qui ont été souscrits, on va dire en avril pour les premiers, ça va arriver très vite. Et je pense que nos clients auront besoin d'informations. Ils vont se tourner vers nous pour savoir ce qu'ils doivent faire. La procédure, elle n'a pas changé. On s'adresse toujours à sa banque. Par la suite, on va sur la plateforme BPI. On va sur la plateforme BPI pour demander une attestation qu'on fournit à la banque et ça dépose, qu'on fournit à la banque pour percevoir les fonds. Juste un mot sur le contexte. Pour avoir échangé avec un banquier en local, il n'y a pas du tout de deuxième vague de PGE. Par contre, sur le mois de novembre, il n'y a pas eu de demande supplémentaire des banques. Les clients, même s'ils ont fait une première demande de PGE, ils ont le droit de demander un complément de PGE tant qu'il reste dans les conditions du maximum de 25% du chiffre d'affaires 2019. Donc, c'est important de leur dire, ce n'est pas parce qu'ils ont fait un PGE la première fois, s'ils n'ont pas demandé le maximum, ils peuvent toujours faire une deuxième demande. On va juste dire un mot rapide sur le jumeau du PGE qui est pour la facturage. C'est un dispositif qui a été mis en place par des décrets de septembre, qui est une garantie État sur la facturage. On a eu peu de clients qui ont eu recours. Enfin, moi, j'ai aucun cas que je connais, parce que sur les clients à facturer d'ores et déjà, ils avaient des autorisations et des accords avec leur banque. Et normalement, ça se termine au 31 décembre 2020. Il y aura peut-être des prolongations, mais je n'ai rien vu passer pour l'instant sur ce sujet-là. Donc voilà pour le prêt garanti État. La question qui se pose souvent, c'est j'ai un refus de PGE, que faire? Le premier réflexe à avoir en cas de refus de PGE, c'est la médiation du crédit. Sur l'expérience personnelle également, sur le recours à la médiation, on a eu 2-3 clients qui ont eu des refus de PGE sur la première vague et qui ont fait recours à la médiation. Ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas débloqué le PGE, mais en tout cas, ça a permis d'avoir d'autres dispositifs, notamment Aide Région, qu'on verra par la suite. Depuis cet été, en cas de refus de PGE, il y a d'autres prêts et des avances remboursables qu'on voit ci-dessous. Ces dispositifs sont gérés par les codéfis. Donc, c'est des prêts participatifs, avances remboursables prébonifiés qui sont en fonction de l'effectif. Donc, vous avez les montants dans le tableau ci-dessous. Pour les entreprises de 1 à 49 salariés, c'est des prêts participatifs. Donc, 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés, jusqu'à 50 000 € pour moins de 50 salariés. Donc, c'est des entreprises sur 7 ans, différées de 12 mois, mais c'est un taux un peu plus élevé que le taux bancaire, on va dire, c'est 3,5%. Pour les entreprises de taille plus significative, il y a des avances remboursables ou prébonifiées.
avec des montants qui ressemblent à l'enveloppe PGE, c'est-à-dire 25% du chiffre d'affaires 2019 ou du chiffre d'affaires du dernier exercice clos. C'est des remboursements plus courts, donc sur 6 ans maximum. Comment on obtient ces prêts? Donc, c'est la saisine du Codéfi. Vous avez le lien là pour retrouver les coordonnées mail et téléphone des Codéfi. Et les Codéfi ont mis en place des plateformes où le chef d'entreprise va déposer sa demande. Vous avez le lien vers toute la documentation. Donc voilà pour ce nouveau dispositif qui n'existait pas lors du premier confinement, mais pas de cas pour l'instant. L'autre grand acteur, en tout cas pour les aides, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Un nouveau plan a été voté, donc c'est le 16 novembre 2020, donc c'est très récent. Il y a des choses qui sont prorogées et connues et d'autres dispositifs qui vont mériter des précisions qu'on n'a pas encore. Le dispositif qui existe, qui a été mis en place sur l'acte 1, c'était le fonds de prêt de solidarité de proximité, qui sont pour les commerçants et les artisans de moins de 10 salariés et les associations de moins de 50 salariés. Donc, c'était des prêts à taux zéro de 5 à 15 000 euros sur 4 ans avec un différé d'1 an pour les entreprises qui ne pouvaient pas faire face à leur dette immédiate. Aujourd'hui, la demande, normalement, c'est terminé au 31 décembre 2020. Il faut faire des demandes au plus tard le 15 décembre 2020. Donc, c'est urgent, mais il faut faire plein de trésorerie. Enfin, voilà, la procédure est un peu longue. Et c'est à saisir directement sur une plateforme dont vous avez l'adresse dans le tableau. Des nouveaux dispositifs mis en place, donc il y a le prêt résistance qui vise des entreprises des secteurs clés de la région, donc le tourisme, l'agroalimentaire, le secteur de la culture et les entreprises du bois. Alors, c'est des prêts qui vont être distribués par les organismes bancaires avec des abondements et des garanties par la région. Donc, c'est des montants de 10 à 300 000 euros. Ça sera sur 6 ans maximum, avec un différé possible jusqu'à 2 ans. Donc, les organismes bancaires ont été sélectionnés. C'est les plus gros acteurs qu'on retrouve souvent sur nos dossiers, donc Crédit Agricole, Crédit Mutuel, le CIC et la BPACA. Vous avez également le lien vers la documentation de face pour avoir plus de détails. Il va également y avoir un fonds d'urgence volet 2. Et là, il faut attendre des précisions. Il n'y a pas du tout de précision pour l'instant. Il y a juste des grandes lignes. Donc, ce dispositif va viser les entreprises et les associations qui ont été en fermeture administrative ou en activité très réduite. Et ça vise à couvrir des pertes pour le mois de novembre qui ne sont pas couvertes par d'autres dispositifs. Donc, il faut faire une espèce de compte de résultats mensuel intégrant les aides. Ça va viser des entreprises qui ont des salariés, donc pas des entreprises avec seulement le chef d'entreprise, qui est le cas pour un certain nombre de clients. Donc, la subvention, c'est fonction de l'effectif. Donc, pour 3 à 10 salariés, c'est 5 000 euros. 11 à 25, 23 000 euros. Et moins de 50, c'est maximum 40 000 euros. Les demandes, elles vont être effectuées à partir de mi-décembre. Le portail n'est pas du tout encore ouvert. Il n'y a pas de précision et ça sera sur la plateforme de la région. Il y a également un chèque e-commerce pour les artisans et les commerçants, donc pour les aider dans le développement numérique. Il y a un préalable, c'est de faire un diagnostic e-commerce, et ces diagnostics ils sont normalement réalisés par les CCI et chambres des métiers. C'est une subvention qui peut couvrir jusqu'à 50% des dépenses pour la numérisation et le commerce électronique avec un plafond de 5 000 euros, mais il faut avoir au moins dépensé 2 000 euros. Là, il y a un peu plus de temps pour ça, puisqu'on pourra la demander jusqu'au 30 juin 2021. Il y a d'autres dispositifs de la région qui ne sont pas mentionnés, mais qui visent les assos, le sport et l'économie sociale et solidaire.
Voilà pour la région. Alors, quelques autres mesures diverses. Donc, on va rappeler que l'État a mis en place un site internet qui s'appelle cliquemonscommerce.gouv.fr, donc qui vise la numérisation des artisans et commerçants. Donc, c'était une démarche qui avait déjà été engagée dans le plan de relance et qui a été un peu accélérée avec le deuxième confinement. Il y a eu des appels d'offres auprès des acteurs qui font des sites internet et qui proposent des offres dans le e-commerce. Donc, l'État a lancé un appel d'offres et a recensé ces acteurs-là qui vont proposer des offres préférentielles pour rentrer dans le e-commerce. Donc, je pense qu'il faut inciter nos clients à jeter un œil, qui, en dehors de la période de confinement, c'est aussi l'occasion de mettre un pied de là-dedans pour la suite et rentrer dans la numérisation. Il y aura également un chèque numérique de 500 €, mais dont les modalités devraient être précisées en janvier 2021. La BPI, les mesures sont toujours existantes, hein, on avait déjà entendu parler. Donc, c'est des mesures qui n'ont pas vocation à se substituer au PGE, mais plutôt à apporter des compléments de financement. Donc, il y a le prêt à tout pour les PME, il y a des fonds de garantie, renforcement de la trésorerie coronavirus, ligne de crédit confirmée, il y en a d'autres, hein, il y en a plusieurs, il faut jeter un œil sur le site de la BPI. On va rappeler que, parce qu'on a pas mal de clients concernés, que la CNAM réouvre le dispositif qui avait été mis en place lors du premier confinement pour les professions de santé, qui est une aide différentielle compensatoire sur la perte d'honoraires. Le téléservice va être réactivé le 1er décembre et vise la période du 15 octobre au 30 novembre pour compenser les pertes d'activité des professions de santé et médecins en ville notamment. Et il y a beaucoup d'autres mesures. La GFIP a fait des aides au soutien à l'exploitation, des aides pour les arrêts de travail, pour équiper les personnes handicapées en masque inclusif. Il y a toujours le dispositif France Active, donc pour l'économie sociale et solidaire. On vous a mis en fin de notre présentation quelques références, et moi je vous invite notamment à consulter le site qui s'appelle Les Aides, qui est un site des CCI où on peut faire qui est un moteur de recherche sur les aides. On met son secteur, sa région, ce dont on a besoin, par exemple, comme si on recherche des aides en prêt, en subvention. Ça a permis d'avoir une vision un peu plus claire et de viser tous les dispositifs qui peuvent intéresser nos clients, même s'il faut un peu faire le tri parfois. Donc, voilà pour ces quelques mesures diverses. Et on va juste faire un rappel sur les plans de soutien sectoriel. Donc, ces plans de soutien sectoriel, ils ont été mis en place avant le deuxième confinement. Ils sont complétés au fur et à mesure. Donc, c'était des plans qui visaient à la fois des situations d'urgence, mais qui étaient aussi inscrits dans une démarche de plan de relance. Donc, il y avait eu des plans sur le commerce de proximité, l'artisanat et les indépendants. Donc, il y avait dans ce plan-là déjà le déblocage immédiat de contrats Madelin jusqu'à 8 000 €. On rappelle qu'il y a la suppression de la majoration de 25% pour les entreprises individuelles qui n'ont pas d'OGA. Il y a aussi des actions plus larges sur des actions collectives, donc mises en place par les communes pour revitaliser le commerce. Le plan de numérisation TPE qui était déjà inscrit dans ce plan de relance. Il y a un plan spécial pour le tourisme, et je pense que ça va encore continuer, on en parlera un peu plus tard aussi. Donc, il y avait notamment le pêcher haute saison. Pour vos clients également, vous pouvez les orienter vers le guichet unique qui a été mis en place, qui rappelle vraiment toutes les aides à destination du secteur CHR. Donc, ces plans tourisme, vous avez le lien Internet. Il y a des plans pour le secteur du livre et qui visent aussi la suite. Donc, il y a un fonds de soutien pour les libraires indépendants. Il y a également un plan de modernisation avec des subventions pour moderniser les magasins, l'accès au numérique, etc.
Il y avait des plans pour le bâtiment et travaux publics, même si on voit aujourd'hui, enfin en tout cas, je pense qu'on a beaucoup de clients où ça est reparti de plus belle, en tout cas sur les chantiers. Mais ça visait par exemple ceux qui travaillent avec les collectivités locales. Il devait y avoir des négos pour que les surcoûts sur les chantiers soient partagés avec les donneurs d'ordre État et l'État qui devait aider les collectivités pour prendre en compte ces surcoûts. Il y a des mesures de soutien à la reprise et plans de relance, donc on en parlera également un petit peu à la fin. Il y a eu des plans pour l'aéronautique avec des fonds d'investissement, fonds d'accompagnement à la diversification. Il y a beaucoup d'appels à projets, donc il faut jeter un œil de temps en temps, même si les clients connaissent, en tout cas les gros clients concernés connaissent à peu près ces dispositifs. Il y a des aides spécifiques, surtout via la BPI, pour les entreprises technologiques. Il y a des plans pour l'automobile, mais qui visent surtout les gros constructeurs, mais qui peuvent nous intéresser autant en tant que particulier également, avec des primes à l'achat. Et il y a également des mesures pour le sport, donc sport professionnel et sport amateur, et notamment les clubs de sport associatifs de nos communes. Et il est prévu encore des mesures à venir pour les loisirs sportifs marchands, c'est-à-dire par exemple les salles de sport. Voilà pour ces quelques mesures non exhaustives. Merci Clémence pour cette présentation sur les aides financières. On va alors d'abord juste vous dire que le support est téléchargeable directement sur le webinaire. Vous devez l'avoir en haut à droite. Vous avez la possibilité de télécharger ce support directement pour vous. Et donc ainsi, vous aurez les liens, etc., qu'on est en train de vous présenter. Mélissande va prendre la parole maintenant et va vous présenter tout ce qui est aide fiscale, fonds de solidarité, qui est un sujet mouvant. À toi, Mélissande. Bonjour, donc Mélisande Clozo. Donc je vais vous présenter tout d'abord les aides fiscales et ensuite les aides sociales. Donc pour commencer les aides fiscales, on va commencer par le Fonds de solidarité ou encore le Fonds social européen. Donc on va dans un premier temps rappeler les conditions d'éligibilité et les conditions d'application qui ont été modifiées suite au nouveau décret. Donc au niveau de l'éligibilité, donc plus de conditions de taille d'entreprise, donc aucune condition maximale de chiffre d'affaires ou de bénéfice. L'exclusion des holdings et des filiales a été abrogée. Et enfin, la limite du nombre de salariés a été augmentée à 50 salariés et non 10. En ce qui concerne les modalités d'application, donc on ne distingue plus le volet 1 et le volet 2, il y a uniquement le volet 1, qui est donc le Fonds social européen. La liste des secteurs a été aménagée, donc ils ont augmenté le nombre, les normes, les codes APE sur la liste S1 et S1 bis. Attention, sur les décrets, il y a marqué annexe 2. L'annexe 2 correspond à la liste S1 bis et non à la liste S2. La liste S2 qui, je le rappelle, correspond aux fermetures administratives. Ensuite, petite particularité suite au nouveau décret, c'est l'attestation de l'expert comptable qui est obligatoire pour certaines activités S1 bis. Pareil, je vous renvoie au décret qui précise notamment donc, toutes les activités types qui sont concernées par cette attestation. Avant de commencer sur les différentes modalités pour le fonds de solidarité octobre et novembre, je vous rappelle que pour septembre, la date limite est fixée au 30 novembre. Donc pour le fonds de solidarité du mois d'octobre, deux distinctions avec couvre-feu et sans couvre-feu. Donc zone de couvre-feu ou hors zone, on rappelle, c'est le site impôt.gouv est ouvert depuis le 20 novembre et vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire la demande. Donc pour la zone de couvre-feu, trois distinctions, secteur 1, secteur 1 bis et autres secteurs. Donc secteur S1, perte de plus de 50% sur le mois et aide jusqu'à 10 000 euros. Donc si vous avez perdu moins de 10 000 euros, c'est moins de 10 000 euros. Secteur S1 bis, donc pareil, particularité supérieure à 50%, mais attention, il y a une condition de chiffre d'affaires de 80% du 15 mars au 15 mai. C'est la même règle qu'il y avait précédemment. Donc pareil, jusqu'ici, 10 000 euros maximum. Si le secteur S1 bis ne remplit pas la condition de perte de 80% du 15 mars au 15 mai, on est d'accord qu'il se réfère au haut secteur. Donc, haut secteur, s'il n'y a que la perte supérieure à 50% sur le mois d'octobre, l'aide, elle est de 1 500 euros maximum et non 10 000.
la zone hors couvre-feu. Donc ici, il n'y a que 2 secteurs, S1, S1 bis. Donc secteur S1, on distingue perte de 50 à 70% de chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, c'est que 1 500 € maximum. Ou si la perte est supérieure à 70% du chiffre d'affaires, dans la limite de 60% du chiffre d'affaires mensuel, la perte va jusqu'à 10 000 €. Pour le secteur S1 bis, même distinction avec la modalité des 80%, 15 mars, 15 mai. Donc pareil, donc la distinction, perte de 1 500 € ou perte de 10 000 € si on est supérieur à 70% du chiffre d'affaires. Attention, pour les autres secteurs, vous pouvez être, ça fonctionne pour les entreprises créées à partir du 30 septembre. Pour la zone hors couvre-feu du mois d'octobre, il faut être créé après le 10 mars. Non, enfin, c'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars. Pour le fonds de solidarité du mois de novembre, date d'ouverture prévue au 4 décembre. Donc, ça peut être modifié suite aux nouvelles annonces, mais normalement 4 décembre et date limite 31 janvier 2021. Donc ici, on retrouve les 3 secteurs, secteur S1, S1 bis et autres secteurs. Donc pour le secteur S1, perte supérieure à 50% du chiffre d'affaires et aide maximale de 10 000 €. S1 bis, donc les 2 conditions toujours, supérieure à 50% et 80% au premier confinement. Et dans ce cas-là, il y a une petite particularité. Si la perte de CA est supérieure à 1 500 €, on a droit à 80% de la perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 €, avec un minimum de 1 500 €. Et si la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 1 500 €, on a le remboursement à 100% du chiffre d'affaires. Pour les autres secteurs, donc là on distingue la fermeture administrative et sans fermeture administrative. Donc fermeture administrative, c'est comme pour le secteur 1, c'est aide égale à la perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 €. Il n'y a pas de condition de perte de chiffre d'affaires vu que vous êtes fermé, normalement la perte elle est totale. Sans fermeture administrative, perte de CA supérieure à 50% et une aide jusqu'à 1 500 €. Petite nouveauté où on attend les décrets d'application suite aux nouvelles mesures du président. Donc le fonds de solidarité, il va évoluer pour les entreprises qui restent fermées administrativement. Donc toujours quelle que soit leur taille. Et dans ce cas-là, ils auront droit à 2 options. Soit une aide défiscalisée mensuelle jusqu'à 10 000 €, soit une indemnisation de 20% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période de l'année précédente. Donc là, il n'y a pas de rapprochement avec l'année 2019 ou un prorata sur l'année complète. Donc le plafond, il est fixé à 100 000 €. Et il me semble que Gauthier voudrait intervenir là-dessus. Oui, tout à fait. Juste un mot là-dessus. 20% du chiffre d'affaires mensuel ou 10 000 €, ça veut dire que ça va concerner, prenons l'exemple des restaurants, de restaurants qui font plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et par mois au mois de novembre ou décembre. Donc, ça va potentiellement s'appliquer, mais ça restera quand même à la marge, je pense, de nos clients, c'est 20% de chiffre d'affaires mensuel. Parce que voilà, des restos qui font 50 000 € au mois de novembre, il n'y en a peut-être pas énormément parmi nos clients et ils se rabattront sûrement probablement plutôt vers l'aide défiscalisée des 10 000 €. Mais en tout cas, elle existe pour les structures un peu plus costauds. Voilà. Je te laisse reprendre la parole, Mélissa. Pareil, n'oublions pas que l'aide défiscalisée, c'est jusqu'à 10 000 € et pas obligatoirement 10 000 €. Donc ensuite, on va parler donc de l'exonération de CFE et du report de la CFE. Vos clients peuvent reporter l'échéance de la CFE de 3 mois sur simple demande. Donc soit vous remplissez un formulaire, soit en envoyant un mail au SIE directement. Petite particularité, attention au prélèvement à échéance. Vous pouvez opter pour le prélèvement à échéance avant le 30 novembre. Attention à ne pas le faire pour les clients qui souhaiteraient reporter justement leur échéance. Ça évitera des rejets de prélèvement en cas d'anomalie. En ce qui concerne l'exonération de CFE, la réglementation en vigueur, c'est toujours celle du 30 juillet. On n'a pas de nouveauté suite au 2e confinement. Donc, pour l'instant, les communes qui ont signé. Donc, on n'est pas trop touché en Nouvelle-Aquitaine et surtout sur Bordeaux. Donc, il y a très peu de communes. Donc, normalement, le dégrèvement, c'est des 2 tiers avec une prise en charge par l'État et une prise en charge commune.
Et les secteurs concernés, c'est essentiellement le secteur S1, donc hôtel, café, restaurant, événementiel, sport, culture. Par contre, en dehors de cette aide fiscale sans nouveauté, donc avec une augmentation des communes qui pourraient arriver, vous pouvez penser au dégrèvement de CFE par rapport à la valeur ajoutée. C'est un calcul qui est à faire lors du bilan notamment et qui peut permettre de minimiser la CFE dans la limite de la valeur minimale, bien sûr. Donc ensuite, on va parler donc du crédit d'impôt loyer. Donc la modalité d'application, pareil, nouveauté, c'est que pour les locaux qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public au cours de la période de confinement au 30 octobre ou qui exercent leur activité principale dans le secteur S1. Donc il convient de renoncer à au moins un mois de loyer sur octobre, novembre, décembre. Donc ça peut être 3 mois ou ça peut être 1 mois. Le montant du crédit d'impôt, il a été augmenté, il est passé de 30 à 50%. Et enfin, petite particularité, s'il y a un lien dans le capital ou un lien familial entre la SCI et la société d'exploitation, il faudra démontrer des difficultés de trésorerie. Donc, c'est pour l'instant un sujet un peu abstrait, donc on attend la réglementation en vigueur, puisque ce crédit d'impôt sera défini pendant la loi de finances 2021. Donc, il nous sera sûrement présenté. Voilà, un petit mot complémentaire sur ce dispositif dont en effet on attend des précisions dans la loi de finances à venir. Ce qu'il faut voir, c'est que notamment quand le bailleur est une personne physique ou une SCI en revenu foncier, le fait d'abandonner un loyer ne va pratiquement rien lui coûter. En revenu foncier, les personnes qui ont des revenus fonciers en général sont plutôt des personnes qui payent pas mal d'impôts sur le revenu. On peut imaginer qu'ils sont dans des tranches marginales d'impôts sur le revenu au moins à 30%. 30% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux, ça fait des taxations de 47%, 47,2%. S'il renonce à un mois de loyer, il fait l'économie de 47,2% d'impôts. Et si, en plus de ça, l'État lui octroie 50% de crédit d'impôt, ben en gros, ça a quasiment couvert l'intégralité de son loyer, les 50 plus les 47,2% d'impôts. Donc, ce que je vous dis là ne fonctionne pas dans tous les cas de figure, mais c'est vraiment une incitation qui est assez forte et qui pourrait, pour les bailleurs, quasiment les indemniser de la totalité du fait de faire cette remise d'impôt. Voilà, on attendra bien sûr les précisions pour voir si ça se matérialise exactement comme je vous le dis. Mélissa, je te laisse reprendre la parole. On va passer maintenant aux aides sociales, salariés et indépendants. Tout à fait. Donc, pour les aides sociales salariés indépendants, on va d'abord commencer par les aides relatives au personnel. Bon, je vous laisse vous référer si vos entreprises sont tenues par le GIE. Mais sinon, enfin, c'est quand même intéressant de connaître les modalités. Donc, en cas de chômage partiel, le salarié perçoit 84% de son net et 70% de son brut. Alors, il y a beaucoup de confusion entre le brut et le net. Donc, on va rester dans les cas généraux. La prise en charge de l'État, si vous faites partie du cas général, c'est 60% de la rémunération brute. Donc, il reste à la charge de l'employeur que 10% du brut. Et pour les secteurs protégés, 70% de la rémunération horaire brute est prise en charge. C'est celle qui correspond au salaire net du salarié. Donc, la prise en charge est totale par l'État. Donc, les secteurs protégés, on revient sur les S1, S1 bis et S2. Les délais. Donc, limite, c'est 30 jours à partir du moment où on a mis en place l'activité partielle. Et la perception des fonds, c'est sous 12 jours après la déclaration. Juste un peu une précision là-dessus. On a volontairement simplifié les chiffres qui vous sont présentés pour que vous puissiez avoir un discours clair auprès de vos clients, notamment sur le reste à charge. Si on avait voulu être totalement précis, en fait, la prise en charge de l'État, elle est de 59,5 et pas de 60, et le reste en charge, il est de 10,5%. Mais du coup, il fallait, ça complexifie un peu les choses. Le message, c'était surtout de dire qu'il y a un reste à charge d'environ 10% de la part du dirigeant.
Donc, les aides sociales relatives au personnel, donc qui sont gérées par le GIE dans le cadre pour les sociétés OGE. Sinon, pensez à prévenir vos clients. Donc, il y a tout d'abord l'exonération des charges sociales, l'aide au paiement. La majorité de ces deux aides ont déjà été faites par le GIE en septembre. Par contre, ça n'a pas été fait pour suite à l'évolution des secteurs S1 et S1 bis. Donc, il faudra penser à vérifier que jusqu'au 31 décembre, ceux qui ont été rajoutés au S1 et S1 bis pour faire les démarches en temps et en heure. Donc, l'exonération des charges sociales, ça correspond donc les secteurs S1, S1 bis et S2. Pour les périodes concernées, 1er février, 31 mai pour S1, S1 bis et 30 avril pour les S2. Ce n'est pas que le brut, c'est des cotisations patronales, mais attention, certaines caractéristiques de cotisation ne sont pas prises en compte. Donc, il peut y avoir un écart entre ce qu'a fait le GIE et ce que vous pourrez avoir, vous, calculé sur des cotisations patronales totales. Pareil pour l'aide au paiement. Donc, l'aide au paiement, c'est une diminution donc de la dette sociale de 20% des rémunérations nettes versées sur cette même période d'activité, donc 1er février, 31 mai, pour les secteurs S1, S1 bis et S2, et c'est imputable que sur la dette URSSAF 2020. Par contre, si vous avez déjà payé pendant l'année 2020 vos cotisations, que vous n'avez pas procédé au report, c'est imputable et vous pouvez obtenir un remboursement. Par contre, si la dette totale 2020 est inférieure, le surplus ne sera pas remboursé. Ensuite, le plan d'apurement de la dette, c'est pour les autres secteurs, donc c'est pour toutes les entreprises. Et c'est automatique, c'est l'URSSAF qui devait revenir vers vos clients avant le 30 novembre et proposer un plan d'apurement auquel vos clients doivent répondre sous un mois, en disant ils acceptent ou ils souhaitent une nouvelle modulation. La remise partielle de dette, donc c'est hors secteur 1, 1 bis et S2, donc c'est pour tous les autres secteurs avec des entreprises de moins de 250 salariés et qui ont la condition de chiffre d'affaires d'une baisse de 50% entre le 1er février et le 31 mai. La remise maximale, c'est 50% des cotisations patronales entre février et mai. Je dis bien maximale, tout dépend, je pense, de l'entreprise et de la charge sociale. Donc ça, c'est au choix de l'URSSAF. En dehors de ces 4 aides, vos clients peuvent toujours demander des plans d'étalement auprès de l'URSSAF. Donc maintenant, on va passer aux aides sociales pour les indépendants. Donc l'aide CPSTI dans un premier temps. Donc les conditions d'éligibilité de l'aide CPSTI, c'est une fermeture administrative totale, hors click and collect et hors e-commerce. L'affiliation de votre indépendant doit être faite avant le 1er janvier et il doit au moins avoir versé une fois ses cotisations. Et il convient d'être à jour des cotisations. Bon, être à jour, on entend bien que tous les reports de paiement qui ont été faits ne sont pas de la faute de votre indépendant et donc ne sont pas considérés. Le montant, donc 1 000 € pour les artisans, commerçants ou professions libérales et 500 € pour les auto-entrepreneurs. La démarche, il convient de remplir un formulaire et la transmettre sur la messagerie sécurisée de vos clients avec son RIB personnel. Il s'agit bien d'une aide personnelle pour les indépendants. Donc cette aide, elle est non cumulable avec l'aide aux cotisations en difficulté, la CED. Donc je pense que très peu de clients l'ont demandé, mais à vérifier auprès de vos clients qu'ils n'ont pas fait la démarche eux-mêmes. Et donc, bien à faire cette démarche avant le 30 novembre. Donc, l'échéance arrive assez vite. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos clients. En autre aide pour les indépendants, c'est les exonérations de cotisations sociales. Donc, tout d'abord, l'exonération des charges sociales en 2020. Il s'agit d'un abattement sur le revenu estimé et non de cotisation. Donc, le montant est différent. Donc, c'est 5 000 € pour le secteur S1, S1 bis. Et pour le secteur S2, c'est 3 000 € sur le revenu. La démarche doit être faite avant le 31 décembre. Et c'est essentiellement pour les clients qui ont payé leurs cotisations. Donc, ou qui vont les payer avant le 31 décembre. Donc, à voir avec eux selon comment ils souhaitent l'impacter. L'autre exonération, donc c'est sur les charges sociales en 2021. Et donc là, c'est une réduction de 2 400 € de cotisation sociale sur les secteurs S1
A5 bis. Alors, petite note pour les A5 bis, il y a toujours la particularité de la condition de chiffre d'affaires. Et pour le secteur S2, donc réduction de 1 800 € des cotisations sociales. Donc cette démarche n'est pas précise pour l'instant, elle sera définie sûrement en 2021, donc pas de date limite pour l'instant. Voilà en ce qui concerne les indépendants. Autre point de vigilance où on souhaite soulever pour les cotisations sociales, c'est tout d'abord le rappel pour les BNC et le paiement de leurs cotisations. Nous vous rappelons que les BNC, c'est donc des recettes-dépenses. Donc, s'ils n'ont pas payé de cotisations sociales, leur revenu fiscal risque d'être augmenté en 2020 et diminué en 2021 avec le décalage des paiements. Donc, bien vérifier que sur l'année 2020, vérifier les paiements qui ont été effectués et si cela correspond à leur activité réelle. N'hésitez pas à prévenir leurs clients pour qu'ils fassent des paiements d'eux-mêmes. Sachant que normalement, pour les BNC, les prélèvements ont été maintenus en novembre et décembre, mais il peut manquer plusieurs mois en amont, donc à vérifier l'impact. Pour les 31-12. Autre point de vigilance, donc c'est les versements facultatifs qui sont faits par vos BIC ou BNC créance dette. Lorsque vous demandez à vos clients de faire des versements à l'URSSAF, vérifiez bien que les montants transmis à l'URSSAF soient inférieurs à la modulation et aux appels actuels. Sinon, il faut penser à faire une modulation sur leur compte personnel pour augmenter les cotisations qui sont réellement dues et ainsi éviter un reclassement donc, en l'URSSAF du crédit qui sera remboursé en 2021. Donc, ça va décaler vos échéances. Enfin, pour 2021, ça risque d'être compliqué à gérer entre les remboursements et le réel. Voilà pour les points de vigilance. Merci Mélissandre. Là, on a fait d'abord un focus sur toutes les aides, toutes les aides pour les difficultés de nos clients. Maintenant, il y a aussi tout un tas de dispositifs pour encourager l'investissement, le réinvestissement, l'embauche. Et on va vous en dire quelques mots maintenant. Et Clémence va reprendre la parole. Oui, un peu d'espoir dans ce contexte. Donc demain, il y aura la relance. Donc on va pas faire non plus une liste exhaustive, mais quelques mesures en vrac qui semblent intéressantes, sachant que certaines, c'est des vrais effets d'aubaine. Par exemple, il y avait une mesure qui était dans le plan de relance bâtiment, qui est un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE-PME. Donc, il vise les TPE de tout secteur qui sont locataires ou propriétaires de leurs locaux, qu'elles soient à l'impôt sur le revenu, à l'impôt société. Et ce crédit d'impôt, c'est 30% des dépenses éligibles dans la limite de 25 000 € par entreprise. C'est cumulable avec d'autres aides à la rénovation. C'est déjà en vigueur depuis le 1er octobre et ça sera toute l'année 2021. Donc, ouais, c'est un montant important en crédit d'impôt pour en profiter et préparer la suite. Dans ce plan de relance, il est tout à fait coloré en vert et notamment la BPI a mis en place des prêts verts, des prêts économie d'énergie. Il y a des choses aussi pour la décarbonation dans l'industrie, etc. Donc ces prêts-là, ils visent voilà, clairement les préoccupations écologiques du moment. Donc, il faut en profiter aussi. Des économies d'énergie, c'est aussi du résultat de demain. Il y a d'autres choses qui sont à venir et qui ne sont pas précisées pour l'instant. Il y aura des prêts participatifs qui vont être distribués par les banques avec une garantie d'État et qui devraient être mis en place au cours du premier trimestre de 2021. Donc, on reviendra vers vous à ce moment-là pour en parler. Ça visera ces prêts participatifs des entreprises qui sont en bonne santé mais qui n'ont plus de ressources pour investir ou préserver leur compétitivité. Et également, il y a des aides à l'embauche et notamment un focus particulier sur l'embauche des jeunes avec le plan Un jeune, une solution. Donc, il y a les aides à l'embauche des jeunes, c'est jusqu'au 31 janvier 2021 et c'est jusqu'à 4 000 €.
L'embauche des apprentis et contrats pro, c'est 4 000 € jusqu'avant le 28 février 2021. Personnes handicapées, c'est 4 000 € février 2021 aussi. Peut-être que les délais seront prolongés puisque ces dispositifs avaient été mis en place avant le premier confinement. Vu la situation, voilà, on peut espérer que les dates et les délais seront un peu prolongés. Et on voit également le retour du contrat initiative emploi pour le secteur marchand. Alors, ce contrat, il avait été supprimé au début du quinquennat de Macron. Voilà, il est remis au goût du jour. Donc, c'est des contrats aidés également avec des aides. Donc, voilà pour les grandes lignes. Et au fur et à mesure, on reviendra vers vous sur ces mesures qui, comme on l'a dit, ont vocation à évoluer en temps réel. Merci Clémence. Alors vous verrez à la suite de cette présentation, il y a quelques liens de sites BPI, gouvernement, aide.fr, etc. qui vous permettront d'aller chercher des informations complémentaires sur tous ces sujets. Vous nous avez transmis un certain nombre de questions en amont de ce webinaire. Je vais vous en lire quelques-unes et puis on va essayer de vous apporter des réponses dans la mesure où il y a des réponses à apporter. Alors, tout d'abord, vous avez posé des questions notamment sur les activités. Alors, plusieurs questions, donc je synthétise. Plusieurs questions sur les activités saisonnières, notamment les restaurants ouverts une partie de l'année. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire des demandes d'aide sur des mois où d'habitude ils étaient fermés? Clémence, je vais peut-être te laisser répondre à cette question. Alors, pour être clair, c'est pas clair. On peut juste faire. Il y a juste un point dans la dernière FAQ des impôts. Il y aura peut-être des précisions sur les prochaines, parce que le cas des entreprises très saisonnières, et notamment dans les CHR, n'a pas été évoqué. Il y a juste une chose, c'est que pour calculer, il y a une précision pour comment calculer le nombre de jours d'interdiction au public. Et il y a une référence au jour de fermeture réel au regard du nombre de jours qui auraient dû être travaillés. Donc après, sur la demande de l'aide pour les entreprises qui étaient habituellement fermées, je crois que chacun doit gérer au cas par cas en accord avec son responsable et selon la situation des clients. Je pense qu'un client qui a bien travaillé cet été, qui est tout le temps d'habitude fermé, qui va demander l'aide par effet d'opportunité, c'est sûrement plus risqué que quelqu'un qui va pas bien. Voilà mon avis personnel. Ok, merci. On attendra peut-être des précisions sur ces profils-là. En tout cas, on sera avec prudence sur les informations qu'on leur donne. Une autre question, Mélissandre, je crois que tu as répondu un peu à cette question quand tu en as parlé sur les exonérations de CFE. Est-ce qu'il y a une liste quelque part de ces exonérations de CFE et où est-ce qu'on peut la trouver des communes qui exonèrent de la CFE? Tout à fait, les communes qui exonèrent, donc il y a les communautés de communes et les communes indépendantes, et vous avez la liste de ces communes détaillées sur le formulaire qu'on vous a transmis avec la synthèse des aides, donc qui est directement accessible sur le site internet de RECA, pluriel. Ok, merci. Après, une autre question qu'on s'est posée un certain nombre de fois, c'est l'aide CPS-TI, la fameuse aide de 1000 ou 1250 € de la part de l'URSSAF des indépendants et de son service d'aide sociale. Comment la traiter comptablement et fiscalement, à savoir est-ce qu'elle se traite en subvention, est-ce qu'elle se traite en moins du compte courant d'associé? Alors, pour résumer, on n'a pas de réponse claire sur ce sujet.
La question a même été posée au dernier club fiscal national et les personnes présentes ne se sont pas positionnées, ou en tout cas ont fait une réponse pas claire. Ce qui est certain, c'est qu'elle est défiscalisée, cette aide. Après, sous quelle forme? Et est-ce qu'elle vient se cumuler avec le compte courant d'associés, notamment dans les structures IS? On n'en a pas la réponse formelle. Alors, si jamais l'un d'entre vous qui nous écoutez avait cette réponse formelle quelque part, nous sommes tous très intéressés pour en disposer et puis la traiter de la même façon. Voilà pour les principales questions qui nous ont été posées. Je ne sais pas, Mélissande ou Clémence, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Non, c'est OK pour moi. Peut-être juste une précision sur une des questions, à juste ne pas mélanger donc l'aide de 333 € par jour et l'aide du Fonds de solidarité qui est au niveau du chiffre d'affaires qui est la même. Donc C'est-à-dire, les 333 € par jour, en fait, ça correspond à 10 000 € mensuels. Donc, enfin, jusqu'à 10 000 €. Et l'aide, elle n'est pas du coup forcément de 333 € par jour, ça reste le même principe, donc c'est jusqu'à 10 000 €. Ok, merci. On a fini pour ce webinaire. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le support en téléchargement. Le webinaire sera enregistré également si vous voulez le revoir ou le faire passer à des collègues qui n'étaient pas disponibles à cet instant-là. Il vous sera transmis. On vous souhaite une bonne journée. Merci à Clémence et Mélissande pour leur intervention et la préparation de cette réunion. Bonne journée à tous. Bon courage. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.